Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, bienvenue dans cette vidéo spéciale business. Aujourd'hui je vais te donner les 7 clés qui m'ont aidé à réussir dans mon business et avoir mon propre salaire. Pour te donner du contexte, j'ai 3 piliers dans mon business. Je suis prof de yoga en ligne et dans ma ville, j'ai YouTube évidemment et je suis aussi tarologue. Je vais te donner toutes les choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée il y a 6 ans et qui m'auraient fait gagner tellement de temps et d'argent et bien sûr réussir beaucoup plus facilement et rapidement. La première clé, c'est de vendre avant de créer. Ok. Tu as une soudaine idée absolument géniale, un service ou un produit que tu veux faire et tu as évidemment dans l'excitation tout de suite envie de le créer, de le voir exister. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu risques de prendre énormément de temps à le créer sans être sûr qu'il va vraiment être vendu. C'est pas parce que toi tu l'achèterais à ce prix-là et que ça te ferait rêver qu'il y a vraiment des gens qui paieront pour avoir ce produit. Alors comment on fait pour savoir si notre idée va vraiment marcher avant même de le créer et de perdre du temps et de l'argent à le créer? Exemple, donc moi je me suis très vite brûlé les ailes. Il y a 6 ans quand je me suis lancée, je me suis enfermée dans une maison à la campagne pour créer un programme en ligne contre la dépression. Donc je trouvais ça absolument génial, moi qui ai souffert de dépression pendant des années, c'est de faire chaque jour un exercice pendant 30 jours pour t'aider à retrouver les socles d'une vie mentale un peu plus apaisée. Donc il y avait des exercices de yoga, de sophrologie, de méditation guidée, d'écriture, enfin bref, je me suis éclatée à faire ce programme pendant 6 mois de ma vie, c'est quand même énorme, et quand je l'ai sorti, je l'ai jamais vendu. Déjà, j'avais pas assez de personnes qui me connaissaient, j'avais pas parlé du programme en avance, donc forcément quand je l'ai sorti, personne n'était au courant de ce que c'était. Et finalement, 6 ans plus tard, je peux te dire que ce programme, malgré le fait qu'il coûte des centaines d'euros et qu'il est encore disponible sur mon site, je ne l'ai vendu que 2 fois. Donc ça fait du 600 € de chiffre d'affaires, mais je peux te dire que ça ne vaut pas tout le temps que j'y ai passé. Et là, je me suis dit, ok, je vais pas continuer toute ma vie à prendre 6 mois, 1 an à créer des choses qui au final n'en valent pas la peine, puisque en fait les gens ne l'ont pas acheté. Donc j'ai complètement changé ma façon de faire. Donc maintenant, comment je fais quand j'ai une nouvelle idée? C'est que je vais tout de suite faire un questionnaire d'intérêt. Donc quand j'ai lancé ma retraite de yoga l'année dernière, j'ai fait un questionnaire d'intérêt avec tout à l'intérieur, ce qu'on va faire à la retraite, le prix, les dates. Et j'ai balancé ça à toutes les personnes que j'avais par mail, Instagram, etc., tous mes élèves. Quand j'ai vu que j'avais assez de réponses positives par rapport au nombre de places, avec 40 réponses et seulement 10 places, là je savais que c'était possible pour moi de lancer la retraite, de lancer la vente. J'allais sans doute vendre mes 10 places et je les ai vendues en 2 heures. Sachant que la retraite, elle n'était pas encore faite. J'avais juste le lieu, mais je l'avais pas encore payé. J'avais pas les cours de yoga, j'avais pas le petit PDF, le bouquin, j'avais pas les cadeaux, j'avais pas le planning vraiment. J'ai juste pris quelques heures à réfléchir sur comment j'allais présenter le projet. Les gens étaient intéressés. Et après, quand ils ont payé, là, j'ai commencé à pouvoir... Du coup, j'avais la trésorerie pour payer le loyer de la maison que j'ai louée, etc. Le problème du questionnaire, c'est que tu ne fais pas payer les gens tout de suite. Et ça m'est déjà arrivé de lancer un questionnaire, d'avoir énormément de gens intéressés, de lancer mon offre, et que là, au moment où il fallait payer, il n'y avait plus personne, les fantômes. Donc, quand j'ai décidé d'ouvrir mon service de lecture de tarot par courrier, tous les mois, mes abonnés reçoivent leur consultation de tarot par courrier, voilà, c'est simple. Quand je l'ai lancé, je me suis dit, attention, si tu fais que 2 ventes, tu vas jamais pouvoir suivre au niveau trésorerie parce qu'il fallait que je m'achète une imprimante, etc. Bref, je réalise que c'est des centaines d'euros qu'il va falloir que je mette en trésorerie pour que le service existe. Donc si j'essaie de le vendre tout de suite et que j'ai que 2 ventes, je vais vraiment me mettre un boulet au pied. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un questionnaire d'intérêt payant. Donc j'ai fait une liste d'attente en fait payante où j'ai dit le service va ouvrir dans 2 mois. Pour avoir accès à ce service qui n'a que, à l'époque c'était 20 places, il faut payer tout de suite. Donc tu payes maintenant, tu reçois ton courrier dans 2 mois, et dans 2 mois les abonnements reprendront. Si tu veux annuler ton abonnement, c'est comme tu veux. Enfin bref, j'avais bien tout expliqué. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, au bout d'1 mois, si j'ai moins de 10 ventes dans cette liste d'attente, je vais annuler et rembourser tout le monde. Parce que je ne pourrais pas avoir la trésorerie de suivre sur le long terme, d'acheter toute la papeterie. Non mais j'ai acheté des trucs en vrai, mais c'était vraiment le premier mois en centaines d'euros. Et finalement, ça a très bien marché. J'ai tout vendu dès la première semaine. Donc j'ai pu acheter l'imprimante et me lancer dans l'aventure. Et maintenant, il y a 40 places qui sont prises tous les mois avec liste d'attente, etc. Bref.
Donc voilà ce que je veux dire quand je dis tu vends avant de créer pour être sûr que tu as vraiment des gens en face qui sont intéressés. Le deuxième point, c'est que le marketing est la clé de la vente. Avant de te lancer dans tout le reste, il faut que tu prennes la décision de quel est le genre de marketing qui me va pour moi par rapport à ma personnalité. Tu ne veux pas être sur les réseaux, aucun souci, tu vas plutôt gérer des listes d'emails. Tu es dans une boutique qui est locale, donc tu vas plutôt faire des collaborations avec des cafés, des boutiques, des restaurants. Enfin bref, il y a plein de façons de faire du marketing, local, en ligne, vidéo, non vidéo, etc. Et il faut que tu réalises que si ton marketing est mauvais, tu n'y arriveras jamais. Dans le sens où si les gens ne savent pas que tu existes, comment tu vas faire pour avoir des clients, des élèves, des patients, des consultants, etc. Donc il faut que tu te mettes d'accord sur le fait que est-ce que je pense vraiment que mon service est tellement bon que si la France entière, le monde entier était au courant, je serais un succès. Si tu es sûr que ton service ou ton produit vraiment marcherait si tout le monde était au courant, mais que ça marche pas pour toi, c'est que tu as un problème de marketing. Et sans le marketing, t'as rien. Sans vitrine, tu n'as rien. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et du coup, quand j'ai lancé mon studio, j'avais une prof de yoga qui m'a aidée. J'en parle dans un de mes podcasts sur comment se faire du réseau. Tu peux regarder, tu auras toute l'histoire. Mais en gros, cette prof de yoga m'a dit moi, comment je fais pour réussir ? Je prends 20% de mon bénéfice tous les mois et je le mets en pub Instagram. Clair, précis. Et ça, c'était quelque chose pendant 3 ans. Je ne voulais pas le faire. Je voulais absolument avoir du marketing organique que je ne paye pas. Mais au bout d'un moment, il faut regarder la vérité en face. Et grâce à elle, mon studio a tout de suite été plein dès la première heure de cours. J'avais 17 élèves. C'était grâce évidemment au bouche à oreille, à ma liste email et les gens que je connaissais déjà, mais aussi grâce aux pubs Instagram où j'ai décidé de mettre de l'argent, d'investir sur moi et sur mon service. Et oui, il faut payer pour réussir, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses, on ne peut pas tout faire gratuitement, au bout d'un moment, ça nous bloque. En 3, c'est le service client. Alors, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai fait du service client pendant des années. J'ai vécu dans plein de pays et c'était le plus simple pour moi en tant que bilingue d'être au téléphone, d'être par email, etc. Et donc, j'ai vraiment appris, par exemple, j'ai travaillé à American Express, qui sont des cartes de crédit pour les gens plutôt fortunés. Enfin, moi, je gérais surtout les millionnaires. Et là, j'ai découvert comment on faisait un bon service client. Le service client doit être donnant-donnant. Alors, c'est super difficile au début parce que tu as toujours des gens qui vont tirer sur tes prix, sur ton service, en veulent toujours plus. Ça, c'est dur. Donc, en fait, il faut que tu réalises que tous tes clients ne sont pas... Comment dire ? Tous tes clients ne se valent pas. Tu as des clients qui vont être des fans et qui vont vouloir tous tes services, tous tes produits, qui vont mettre des milliers d'euros dans ton service, bref, dans l'année. Et il y en a d'autres, ils vont venir que au cours d'essai, que quand il y a une promo, enfin voilà. Et eux, sur l'année, ils vont te rapporter peut-être 20 euros. Mais c'est toujours eux qui prennent le plus de temps et d'argent, et ça n'a pas été, qui t'envoient des messages, qui t'appellent, enfin bref. Et du coup, tu ne peux pas traiter les gens pareil. C'est horrible. Moi, je suis balance, donc j'adore qu'il y ait une très belle justice dans le monde. Mais j'ai lu un bouquin de finance qui expliquait ça très bien, qui disait tu ne peux pas traiter ton VIP qui t'achète tout ce que tu fais, qui est fan de toi, qui parle de toi autour de lui, etc., qui te rapporte, qui fait que ton business existe, et les gens qui sont en train de te demander des cours d'essai pourris, qui te saoulent par message, enfin bref, tu peux pas les gérer pareil. Donc en fait, moi, je ne vais pas avoir la même réaction et je ne vais pas offrir les mêmes choses en fonction de qui me contacte. Si c'est une VIP, je les appelle les VIP, qui me dit je peux pas venir en cours, est-ce que tu peux me mettre dans un autre cours, je vais me plier en 4 pour réussir à donner ce qu'elle veut. Et même plus que ce qu'elle le veut, toujours donner plus. Par contre, la personne qui me demande un cours d'essai, je vais vite couper la conversation. Je vais toujours être chaleureuse, courtoise, respectueuse, évidemment, mais par contre, je mets vraiment des limites et des murs, parce que au fur et à mesure, je sais bien que ça va me perdre du temps et de l'argent. Alors attention, je suis pas en train de te dire que si c'est un client VIP, tu peux aller t'occuper de leur chat le week-end. C'est ce que je suis en train de faire pour une de mes élèves VIP, là. Elle est partie en week-end, je m'occupe de son chat. J'adore les chats, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est ce que je ferais pour un élève VIP, pas pour quelqu'un qui m'a pris un cours à 20 euros une fois. Enfin, bref. Comment je fais, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, il faut quand même que ça soit donnant-donnant. Parce que tu peux vraiment donner plus... Bon, c'est normal de donner plus que tu ne reçois dans ton business, mais des fois, ça va un petit peu trop loin. Donc, ce que je fais, c'est que, exemple, j'ai une dame qui n'est pas venue pendant 2 cours à suivre. Ces 2 cours,
ils étaient pleins et il y avait une liste d'attente. Donc quand elle me demande de changer le cours à chaque fois sans jamais repayer, en réalité elle m'a fait perdre 40 €, puisque c'est des tickets que j'aurais pu vendre. Et donc au bout de la 3e fois, elle me dit « Oh, est-ce que tu peux encore changer le cours? Je veux venir dimanche encore une fois. » Et moi je sais que si elle ne vient pas, je vais carrément avoir perdu 60 €. Enfin au bout d'un moment, il faut arrêter la machine. Je suis énervée, je respire. Je me dis, il faut toujours se dire, elle ne sait pas comment ton business fonctionne. Elle ne sait pas qu'elle t'a fait perdre 40 €. Enfin, si elle réfléchissait, elle pouvait. Mais c'est pas son problème, en fait, à ton élève, à ton patient, etc., de réfléchir à ça. C'est à toi de trouver comment tu peux équilibrer la situation pour que ça soit donnant-donnant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai répondu, désolée, je n'ai plus de place pour le dimanche. Par contre, je peux te donner le cours du lundi ou du mardi, où là, je sais que j'ai de la place, et que si, encore une fois, elle ne vient pas, là, je perdrai pas d'argent. Donc, au départ, je voulais la bloquer, ne plus jamais entendre parler et lui dire carrément « Tu m'as fait perdre 40 €, c'est bon, laisse tomber ». Non, on se calme et on trouve comment faire pour que, encore une fois, si elle me la met à l'envers, entre guillemets, je suis un petit peu méchante là, mais c'est vrai que des fois, il y en a, ils tirent vraiment sur la corde. Comment je peux faire pour qu'elle soit heureuse de son expérience sans que moi, j'y perde des plumes? Voilà, donnant-donnant. Tu vois ? C'est compliqué, mais moi, des fois, quand je ne suis pas sûre de quoi faire avec un client, je préfère attendre 1 journée, 2 journées, je lui dis je reviens vers toi. Et au fur et à mesure des jours, je vais trouver la solution pour qu'on soit toutes les deux OK avec ce que je propose, sans perdre la personne, sans casser ma réputation, etc. Évidemment, je suis pas toute blanche, mais et des fois, je perds un petit peu mon sang-froid. Mais c'est OK. J'essaye vraiment de faire attention à ma réputation et tout, mais des fois, on est humain en fait, mais il faut faire très très attention. Très 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 attention. Ensuite, le 4e secret, c'est la base de l'auto-entreprise. Pour moi, si tu es seul, tu n'as pas d'équipe. Si tu ne fais pas ça, mais tu fonces dans le mur, ou alors tu as un marketing de génie. Le 4e point, la 4e clé, c'est de revendre toujours au même client. Écoute-moi bien, il est plus facile de vendre 6 fois, 6 produits, 6 services à 100 personnes dans ton année que de vendre à 600 personnes un produit. Moi, mon business, il fonctionne avec en réalité un petit nombre de gens. J'ai pas des milliers d'élèves qui viennent dans l'année. En réalité, mon studio, il fonctionne avec 70-80 personnes sur toute l'année. C'est tout. T'imagines comment c'est peu? 70-80 personnes me permettent d'avoir un salaire. Parce qu'ils reprennent mon service tous les mois. Et donc, ils me font une stabilité de revenus qui fait que je peux subvenir à mes besoins et avoir un salaire. Le marketing, c'est souvent payant, ça prend énormément de temps, c'est difficile, etc. Donc si tu as une personne qui aime ton travail, ça va être plus facile pour toi de lui vendre des produits, des services, etc. encore et encore, que à chaque fois devoir trouver quelqu'un de nouveau. On appelle ça la rétention. C'est souvent plus difficile et payant d'avoir de l'acquisition. Acquisition, c'est d'avoir de nouveaux clients, des nouvelles têtes. Et la rétention, c'est de garder les clients qu'on a déjà eus une fois le plus longtemps possible. Donc parfois, c'est mieux de faire un prix qui est plus bas mais mensuel qu'un gros prix d'un coup. Parce que la personne, à chaque fois qu'elle doit repayer un gros ticket, high ticket on appelle ça, elle a cette réflexion encore une fois de est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai le budget, etc. Alors que si tu fractionnes ton prix sur plusieurs mois, eh ben, la décision est plus facile en fait, tout simplement. Donc moi c'est comme ça que mon studio fonctionne et aussi que mon tarot fonctionne finalement. Après, c'est important d'avoir un écosystème qui fait sens, je pense, même par rapport à ta personnalité et ton business. Mais par exemple, moi j'ai mon yoga, mais j'ai aussi du tarot, et j'ai mes retraites, et j'ai YouTube, enfin bref. Et du coup, quand je regarde les premières clientes de mes tarots, quand j'ai ouvert le tarot, ben, c'était mes élèves de yoga. Parce que ça fait sens. Mon écosystème, il fait sens. Et en fait, j'ai des gens qui viennent au yoga, qui viennent au tarot, du tarot qui viennent au yoga. Tu vois ? Donc, quand je te parle de rétention, je parle aussi de ça. D'avoir plein de choses différentes, mais qui font sens. Et je suis aussi en collaboration avec Manduka, les tapis que j'adore. Et du coup, pareil, quand mes élèves viennent dans mon studio, ben, je leur propose forcément un code promo pour avoir un tapis moins cher. Et tout fait sens. C'est l'écosystème, en fait, ce qui fait sens. Ou voilà. 5e clé, diversifie pour survivre. Imagine que ton business, c'est un tabouret. Ok ? Au début, tu commences avec un tabouret avec un seul pied, évidemment, puisqu'il faut que tu sois extrêmement bonne, que tu sois une experte dans ton business. Donc moi, j'ai commencé avec le yoga, je n'ai fait que du yoga pendant des années. Je suis allée à Bali, je faisais 2 cours par jour, j'ai rencontré des centaines de profs, j'ai créé mon style, bref, j'étais à fond yoga. Pendant des années, je n'ai fait que ça. Au bout d'un moment,
ma passion ne s'est jamais essoufflée. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je suis assez bonne, mon yoga ça tourne et tout. C'est bien de diversifier parce que le jour où je me casse la jambe, je tombe très malade. Ce genre de choses. Comment je fais pour que mon petit tabouret y tienne? Clac, il tombe. Puisque je n'ai que ce revenu-là, que ce tunnel de revenus. Donc c'est important de se diversifier quand tu as déjà un revenu. Donc si tu n'as pas encore un revenu, on ne se diversifie pas, on devient expert. Ok? Si tu n'as qu'une chose, tu n'as qu'une chose jusqu'à ce que tu aies un salaire. Après, quand tu as un salaire, tu vas diversifier. Donc moi, j'ai commencé à prendre le tarot pour m'amuser. Vraiment, c'était pas du tout le but. À la base, le tarot, c'était juste parce que ça m'amusait. J'avais même peur de le lire, j'avais un petit peu honte et tout de le lire. Et au final, au fur et à mesure, le tarot, c'est devenu un deuxième pied de mon business. Donc maintenant, mon business, je me dis, si le yoga, ça tombe, je pourrais vendre plus de tarot, faire plus dans mon tarot pour réussir si je tombe malade, etc. Et puis, un troisième pied, c'est YouTube. Donc, YouTube me rapporte de l'argent tous les mois. La YouTube money, comme on dit, par rapport à mes vues, c'est mon troisième pied. Donc, si un pied tombe, le tabouret, il tient encore debout. Tu vois ? C'est ça la diversification de son revenu. Et c'est tellement bien, c'est tellement serein de se dire que ce n'est pas lié. Donc si j'ai un problème au yoga, c'est pas grave. L'année dernière, en fin d'année, j'ai découvert qu'une des salles que je louais, je ne pouvais plus la louer. Ça me serait arrivé il y a 1 an, j'aurais pleuré pendant une semaine, j'aurais pas dormi, j'aurais stressé, j'aurais couru partout dans la rue, J'aurais couru partout dans Montpellier pour trouver une autre salle tout de suite, le stress de malade, parce que financièrement ça aurait été difficile. Et là, j'ai pris la nouvelle, j'étais là, tant pis. Et je me suis concentrée sur d'autres choses. Et j'ai pas cherché à remplacer ça tout de suite avec exactement ce que j'avais avant. Je me suis concentrée sur d'autres choses et finalement, financièrement, ça n'a rien changé pour moi. Voilà. On y est presque. 6, la mentalité change tout. Comment tu parles de ton business, comment tu te parles à toi-même, de qui tu es, de ce que tu fais, etc. Ça va transformer ton business vraiment de la base, de la fondation, des racines de ton business. Quand j'ai lancé les courriers de tarot, j'ai commencé par faire des lettres à mes amis pour tester, pour commencer à faire des vidéos, voir comment j'allais construire le produit, parce que quand tu fais ta première ébauche, c'est comme une crêpe, c'est jamais bon tout de suite, il faut toujours en faire 2-3. J'ai commencé à écrire mes lettres de tarot pour voir à quoi ça allait ressembler, mes idées, et je les ai envoyées à mes amis. Et un soir, j'étais en train de faire ma petite carte avec une petite bougie et tout, enfin bref. Et là, je réalise que je suis en train de faire quelque chose pour lequel je vais être payée, puisqu'il y avait déjà des gens qui avaient pris le service en liste d'attente, quelque chose que j'ai toujours adoré faire. En permanence au lycée, j'écrivais des lettres à mes amis. Le tarot, et j'ai réalisé que je vivais vraiment un rêve éveillé où j'ai vraiment monétisé mes passions. Et c'est très important, cette histoire. Pourquoi ? Parce que pendant des années, avec ma psy, on essayait de me faire arrêter de travailler. Ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais pas passer une seule journée du mois à ne rien faire qui était lié à mon business. Ne pas chercher quelque chose sur le yoga, apprendre quelque chose sur YouTube sur le business, réécrire un email pour mon business, écrire à mes élèves, faire du service client, etc. J'étais incapable. Une fois, je suis allée voir ma psy et je lui ai dit « Ça y est, j'ai réussi. La semaine dernière, j'ai pris une journée off, j'ai rien fait lié à mon business. » Elle m'a dit « Raconte-moi ta journée. » Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais allée marcher pendant 2 heures dans la nature et qu'en fait, j'avais écouté un livre de business. J'étais épuisée de moi-même, j'étais là, mais je vais finir en burn-out, je vais péter un câble, c'est pas possible de pas prendre juste une journée de congé, une journée où je ne suis pas liée à mon business, j'ai très peur de péter un câble. Moi, je le ressentais pas, personnellement, dans mon corps, dans ma tête et tout, mais je me suis dit, prévention, je fais attention à mon mental, et cette soirée-là où j'ai fait des lettres de tarot et tout, c'était vraiment un des déclics, j'en ai eu plusieurs, là ces 2-3 derniers mois, où j'ai réalisé que j'ai monétisé mes passions, et qu'en fait, avant tout ce que je faisais, le yoga, etc., je le faisais gratuitement, en tant qu'activité de loisir. Et que la seule différence, c'est que maintenant, j'y gagne de l'argent. Donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de prendre un jour off alors que je ne sais pas quoi faire de moi-même quand je ne suis pas en train de travailler sur mes business, en train de développer quelque chose, en train de prendre soin de ce que j'ai construit. Et du coup, j'ai décidé de dire... À partir de maintenant, quand quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis retraitée. Parce que j'ai réalisé que
Ça, j'ai toujours dit que j'arrêterai jamais d'être prof de yoga. C'est en moi, c'est qui je suis. Et donc, à la retraite, 60 ans, 70 ans, je m'imagine déjà avoir une grande maison de campagne, avoir une grande véranda où je donnerai des cours tous les matins à 7 heures pétantes, des élèves qui viennent de partout autour pour venir faire du yoga tous les matins avec moi, jusqu'à ce que je m'éteigne. Et du coup, c'est pour ça que je dis que je suis retraitée. Parce que si demain, j'ai 70 ans et je suis retraitée, ben, j'aurai exactement le même quotidien. Mes petites lettres, mon petit yoga. Et ça a vraiment, je suis trop contente d'avoir réalisé ce déclic, parce que maintenant, j'ai une vie beaucoup plus paisible. Je ne stresse pas si je passe 10 heures à faire quelque chose lié à mon business, ou 2 heures, je vais pas dire 0 parce que ça n'arrive pas, et maintenant, j'ai plus ce problème de devoir faire autre chose non lié à mon business, puisque c'est tout ce que j'aime. Voilà, le langage que tu utilises va créer ta réalité. Donc fais attention sur les prochains jours à comment tu décris ce que tu fais, à comment tu te parles à toi-même quand tu travailles. Si ça part toujours négatif, ça va pas. Exemple, je vois énormément de créatrices sur Instagram, sur TikTok, qui disent « c'est horrible de nos jours, maintenant tu dois plus juste être céramiste, tu dois plus juste être à créer des bijoux, tu dois aussi être créatrice de contenu. » Et c'est horrible. C'est horrible. Et moi, je ne comprends pas. Parce qu'à 50 ans, t'aurais dit à ton petit bijoutier du village que à partir de maintenant, il va pouvoir faire des vidéos que le monde entier peut regarder. Et en plus, que c'est gratuit de le faire, que tu peux prendre tes petites vidéos de ton côté avec ton petit téléphone, le mettre en ligne gratuitement, que la plateforme le garde gratuitement et le montre aux gens si ça les intéresse. Pouah! Et ça me vient d'une petite anecdote. Quand il y a 3 ans, 4 ans, quand j'habitais à Bali, j'avais daté un millionnaire, donc quelqu'un qui avait plein de business. Et un soir, je lui disais à quel point je suis épuisée de YouTube. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, il n'y a rien qui fonctionne, je mets une vidéo par semaine, je fais même pas 100 vues, j'en peux plus, je déteste YouTube. J'adore YouTube, mais sur ce moment-là, j'étais épuisée. Il me regarde, il me dit « mais t'as rien compris en fait. YouTube te donne la possibilité d'héberger tes vidéos gratuitement. Tu crois que ça lui coûte rien à YouTube d'avoir des cartes mémoire, des ordinateurs, etc., je ne sais où, pour garder en mémoire toutes tes vidéos et en plus les proposer gratuitement à son audience? Tu as complètement changé le script en fait. Tu as la chance de pouvoir avoir une plateforme qui est gratuite et le jour où les gens seront vraiment intéressés par ce que tu fais, où tu seras assez bonne pour être connue, eh ben la plateforme sera derrière toi. Voilà. Tu peux revenir à 50 ans et faire un marketing qui n'est pas lié au réseau si tu n'aimes pas ça. Je connais des créatrices, il y en a sur YouTube en anglais qui en parlent, qui ne vendent qu'avec des systèmes de liste d'emails. Et elles n'ont pas de réseau. Et tous les mois, elles vont envoyer un email de vente. Et ça marche pour elles. Voilà. C'est tout ce qui se passe dans la tête, hein, toutes les croyances qu'on a dans la tête, comme d'habitude. Et enfin, la dernière clé, la 7e clé, c'est de toujours s'améliorer. Quand je termine un cours de yoga, tous mes cours de yoga, mes 4 cours par semaine, je sors et dans ma petite marche de retour, je réfléchis à comment s'est passé le cours. Comment est-ce que je pourrais être meilleure la prochaine fois? Ils ont eu du mal à suivre ce mouvement, il faudra que je change la façon que je l'explique. J'ai été un petit peu moins souriante et chaleureuse que d'habitude parce que j'étais fatiguée, il faudra que je fasse attention la prochaine fois. Je repasse le cours dans ma tête, l'ambiance, l'énergie, les retours, et j'essaye toujours d'être meilleure. Toujours, pour tous les petits détails. Pareil pour YouTube. Je regarde mes vidéos. Mes colocs pensent que j'ai un problème d'ego parce qu'elles me voient dans la cuisine regarder mes vidéos en boucle. Quand je sors une vidéo, je la regarde au moins 5 fois. Et là, je m'autocritique à fond, comme si j'étais mon pire ennemi. La lumière est nulle. Le vocabulaire était pas bon. L'introduction était trop longue. La conclusion, elle fait aucun sens. Enfin bref, je vais me donner tous les critiques possibles. Ta posture, ton sourire, ton énergie, ta voix, Chaque vidéo, je regarde et je note qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine. Je vais me tenir plus droit, je vais sourire un peu plus, je vais avoir un script un petit peu mieux fait, etc. Si tu t'améliores, ne serait-ce que 2% à chaque fois que tu offres ton service ou que tu fais ton produit, dans 4, 5, 6 ans, tu seras meneuse dans ton domaine en fait. C'est tout. Et en fait, l'autocritique, c'est la base. Donc si tu te demandes pourquoi ça marche pas pour toi depuis des mois, des années, je te demande pas de te regarder dans le miroir. Le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas qui tu es. C'est ce que tu proposes, ce qui sort de toi, ton travail. Donc regarde ce que tu fais vraiment et essaye de t'autocritiquer. Si tu voyais ce produit ou ce service et que tu n'étais pas toi, donc vraiment un client, qu'est-ce qui va pas?
Pourquoi ta chaîne YouTube marche pas? Mais regarde ta lumière par rapport à une youtubeuse qui fonctionne. Regarde ta façon de parler, ton énergie, etc. Reprends tout du début, tout le temps. Répéter les choses, ce n'est jamais progresser. On n'est pas des perroquets. Le but, c'est vraiment d'améliorer au fur et à mesure. Et voilà, dis-moi en commentaire s'il y a une clé en particulier que tu as beaucoup aimée ou si toi-même tu as une clé pour nous aider dans notre business. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin dans tout ce qui est business, j'ai fait cette petite vidéo ici qui reprend les bases de pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres personnes ne réussissent pas par rapport à leur business. À bientôt, bisous.